Je suis Clément Méric et vous écoutez Bourbon Hebdo, le podcast de la rédaction d'LCP qui vous fait revivre l'actualité de la semaine et vous dévoile les coulisses de l'Assemblée. La séance est ouverte. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast hebdomadaire Bourbon Hebdo. Au sommaire cette semaine, le budget de la sécurité sociale dans la dernière ligne droite. Sébastien Lecornu met la pression sur les députés. Édouard Philippe donne des sueurs froides au socle commun et au Parti socialiste. Alors y aura-t-il une majorité pour voter ce budget mardi prochain ? On vous dit tout dans Bourbon Hebdo. Dans le reste de l'actualité, on vous racontera les coulisses de l'audition de Jean-Luc Mélenchon qui est prévue ce samedi par la commission d'enquête sur les éventuels liens entre partis politiques et réseaux islamistes. On fera le point sur le feuilleton Chine qui refuse toujours d'être auditionné à l'Assemblée. Et puis on jettera un œil sur les rendez-vous de la semaine prochaine. Et pour vous servir cette semaine, je suis avec Elsa Mondingava, Stéphanie Despierres et Anne-Charlotte Dussault. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Alors Elsa, je rappelle que tu présentes l'émission qui est autour des questions au gouvernement. C'est tous les mardis et mercredis sur LCP. Stéphanie, toi tu interviens dans l'émission d'Elsa, mais aussi dans celle d'Adeline François. Chaque voix compte, ça c'est le soir sur l'antenne d'LCP. Et puis Anne-Charlotte, toi c'est sur le site d'LCP qu'on peut te lire chaque semaine. On commence par les différents coups de pression de Sébastien Lecornu sur les députés cette semaine. Vous auriez préféré que j'engage la responsabilité du gouvernement. Je vais vous demander d'engager votre propre responsabilité pour notre sécurité sociale, qui, vous en conviendrez, mérite, parce que c'est les 30 ans du PLFSS, création par le Premier ministre Alain Juppé en 1996, et l'anniversaire de la sécurité sociale, il y aurait quand même quelque chose d'absolument incroyable à ce que le Parlement se dessaisisse de sa propre compétence pour donner un budget pour la Sécu. Est-ce qu'il y a un schéma dans lequel nous pouvons nous permettre qu'il n'y ait pas de projet de loi de finances pour la sécurité sociale? La réponse est non. S'il n'y a pas de PLFSS voté à la fin de cet exercice, vous aurez globalement un déficit cible en dérive autour de 29 à 30 milliards d'euros. Alors c'était un medley, un best-of, on va dire, des coups de pression du Premier ministre sur les députés cette semaine. Et alors ça finit par produire des résultats. Il a fallu attendre la séance de jeudi soir. Exactement. Déjà, donc Sébastien Lecornu assiste aux séances. Il voit bien que sur le budget de la sécurité sociale, on est encore loin d'avoir un atterrissage. Donc, il va en séance, il prend la parole, parfois longuement, on l'a vu, pour mettre des coups de pression aux députés. Et jeudi soir, il a même demandé une suspension de séance pour dire sur la CSG, sur le capital, ça coince. Il faut qu'on trouve un compromis. On va s'arrêter. Ça a duré assez longtemps, je crois presque une heure. Ils se sont retrouvés dans le bureau de Gabriel Attal avec le Premier ministre, les responsables des groupes du socle commun pour essayer d'aboutir à un accord sur cette question de la CSG du capital qui coinçait beaucoup, qui est demandée par les socialistes, sur laquelle Horizon et la droite freinent des cas de fer. Et donc le compromis se fait quasiment en direct, ce qu'elle donne d'agacer certains. Mathilde Panot dit on ne va pas s'arrêter toutes les demi-heures pour que dans les couloirs de l'Assemblée vous puissiez travailler. Mais Sébastien Lecornu, le Premier ministre, je pense qu'il assume cette méthode. Il vient, il parle, il demande qu'on sorte pour continuer à discuter. Et ensuite, ils ont abouti à quelque chose, en tout cas sur la CSG. Mais ça veut dire que les irritants, comme on dit, sont en train de tomber les uns après les autres ou... Alors, il y en a beaucoup qui sont tombés hier soir. Il y a donc un accord, un compromis sur la CSG patrimoine qui était un épouvantail, notamment pour la droite républicaine et pour Horizon. Toute la semaine, moi, j'ai discuté avec des députés de droite en disant la CSG patrimoine, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Finalement, hier, et Laurent Wauquiez le dit dans l'hémicycle, il accepte parce que le périmètre, si on va dans les trucs techniques, de cette CSG patrimoine est réduit et qu'elle rapportera 2 fois moins d'argent que la version qu'avaient proposée les socialistes. Donc là, il accepte, Laurent Wauquiez, au moins de s'abstenir, on verra à la fin sur les votes, mais de soutenir ce dispositif-là. Donc là, il y a un compromis. On a aussi vu le gouvernement qui, hier et ce matin, redit les franchises médicales, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de majorité pour les voter, pour les adopter. Donc on ne passera pas en force. Ça, c'est le Premier ministre qui le dit clairement. Donc là, il y a tout un tas d'irritants qui, dans l'après-midi, et dans la soirée hier, en effet, sont tombés, alors que c'était dans les tuyaux depuis le début de la semaine. Initialement, les sujets CSG patrimoine, le gouvernement avait demandé à ce qu'ils soient discutés mercredi, puis voyant que les choses se tendaient, ça s'est décalé, finalement, on n'en a discuté qu'hier. Alors, ces coups de pression qu'on a entendus de Sébastien Lecornu, il s'adressait à quelqu'un en particulier, plus particulièrement, on va dire, c'est Édouard Philippe, et son groupe Horizon à l'Assemblée. Il y a pas mal de tensions dans les débats en séance autour de ce groupe Horizon. Pourquoi Édouard Philippe cible-t-il comme ça Pourquoi
Sébastien Lecornu. Pourquoi Sébastien Lecornu cible-t-il comme ça Édouard Philippe? Parce que mardi, Édouard Philippe a dit à la réunion du bureau de son parti et à la réunion de groupe qu'il fallait soit s'abstenir, soit voter contre. Donc ce qui est quand même va très loin. C'est-à-dire que sans le vote des députés Horizon, ça complique encore davantage la tâche. Je rappelle qu'Horizon donc, est censé faire partie du socle commun et il y a des ministres au gouvernement, même s'ils y sont allés contre l'avis du parti. Et qu'Édouard Philippe est un ami de Sébastien Lecornu, ce sont des intimes. Donc là, c'est clairement celui qui est en train de compliquer la tâche de Sébastien Lecornu. Je rajoute une petite anecdote, c'est que Jérôme Guedj, qui lui négocie pour le PS, est un ami d'Édouard Philippe. Donc en fait, voilà, on est entre... Il y a aussi... Pas d'amis en politique. Voilà. Et sauf qu'effectivement, ils ont en ce moment, on révisé dit, les concours de l'ENA ensemble. Exactement, mais il n'y a plus d'amitié qui compte. Et on voit bien qu'Édouard Philippe a décidé, depuis qu'il a annoncé vouloir la démission d'Emmanuel Macron, il acte des ruptures très franches. Et là, ça a le don de profondément agacer. Moi, je demandais à un député MoDem ce matin, mais alors, est-ce que pour Horizon, ça peut changer les choses? Il me dit, qui ça? Ceux qui veulent désormais un chaos complet? Voilà, il y a vraiment ça met une en rupture colère les autres partenaires du qui socle comprennent commun. pas à quoi joue Édouard Philippe. Et bien justement, est-ce que, Anne-Charlotte, on peut décrypter les raisons de ce choix d'Édouard Philippe? Pourquoi il fait ça? Édouard Philippe, il est un peu persuadé que... Stéphanie. Édouard Philippe, il est un peu persuadé qu'il faut qu'il prenne ses distances avec Emmanuel Macron. Il joue cette technique-là, sauf que certains disent qu'à court terme, ça ne marchera pas et que ça peut marcher à long terme, mais que ça peut être dangereux parce que l'électorat de droite ne veut pas le chaos, etc. Et c'est pour ça que le MoDem, les macronistes ont beaucoup insisté en disant ça. Édouard Philippe est l'artisan du chaos. C'était même aussi les mots, je crois, d'Olivier Faure. En fait, la déclaration d'Édouard Philippe a provoqué un émoi colossal mardi à l'Assemblée, puisque Olivier Faure, socialiste, lui aussi tape sur Édouard Philippe en disant écoutez, vous êtes censé être au gouvernement, soutenir le bloc commun, si personne n'y met du sien, nous on va pas mettre du nôtre et il y en a marre. À droite, ça a créé l'émoi aussi, parce qu'en fait, Laurent Wauquiez était plutôt disposé à voter pour ou s'abstenir sur le projet de loi de budget de la sécurité sociale, parce qu'il sait que son groupe est très divisé, il essayait d'arriver sur une position commune, et puis finalement vous avez Édouard Philippe qui fait cette déclaration, et moi il y a un député de droite qui me dit, enfin on peut quand même pas être plus à gauche qu'Horizon et Édouard Philippe, sinon il faut qu'on change de place dans l'hémicycle. Donc ce coup de pression a complètement rebattu les cartes et mis tout le monde en émoi. Et est-ce que ça fait débat au sein du groupe Horizon? Alors, je pense que Édouard Philippe, il est quand même relativement suivi parce que dans le groupe, quand on entend les prises de parole, Laurent Marcangeli notamment, on voit que c'est qu'ils sont assez farouchement opposés au texte. Frédéric Valletoux dit qu'au niveau de la cohérence du texte, ils peuvent pas voter pour. Ils veulent pas de la suspension de la réforme des retraites. Exactement, mais moi j'ai discuté avec d'autres collaborateurs de ministres Horizon, de députés Horizon, qui minimisent un peu en disant là c'est le jeu de poker menteur, c'est de la négociation. Moi je peux pas croire que ce soit autre chose qu'un coup de pression, etc. Mais qui s'étonnent un peu de la stratégie d'Édouard Philippe en disant sinon il fallait être plus clair il y a 2 mois, qui disent aussi que c'est quand même étonnant que ce soit Édouard Philippe qui veuille saboter Sébastien Lecornu. Donc certains disent est-ce que c'est parce qu'il y voit un futur concurrent pour 2027 ? Certains parlent aussi des futures municipales où Édouard Philippe se représente au Havre. Ou est-ce que la situation qui est compliquée le force un petit peu à être dans une opposition ? Non, il y a quand même certains députés du groupe qui sont moins à l'aise avec ce que dit Édouard Philippe. Après, je pense malgré tout qu'il y a beaucoup de députés qui le soutiennent, qui sont d'accord avec lui, qui ne sont pas d'accord avec ce budget de la sécurité sociale. Alors on va voir que le Premier ministre n'est pas le seul à en vouloir à Édouard Philippe. Au PS aussi, on est très remonté contre lui. Après, s'il y a des gens qui considèrent que rien ne leur va et que tout est toujours trop, etc., on ira devant les Français. Et quand on ira devant les Français, on expliquera ce qu'ils ont fait et pourquoi ils ont refusé d'annuler en fait la désindexation des pensions de retraite. Mais vous pensez qu'Édouard Philippe va avoir le courage de dire aux Français qu'il a voulu qu'on repasse au projet originel? Le projet originel, c'est qu'on bloque les pensions, on bloque les prestations, on fait en sorte que la CSG soit plus élevée pour tout le monde. On fait en sorte qu'il y ait moins d'argent pour l'hôpital. C'est ça qu'il veut, Édouard Philippe, qu'il le dise. Bon, alors Olivier Faure emploie des mots très durs contre Édouard Philippe. Anne-Charlotte, pourquoi est-ce qu'il est aussi en colère ? Stéphanie l'a un petit peu dit tout à l'heure. En effet, le Parti socialiste, ils se sont mis dans une position d'essayer de trouver un compromis alors qu'ils sont opposés. Ils ne font pas partie du camp gouvernemental, contrairement à Édouard Philippe avec Horizon. Donc en fait, ils ont un peu l'impression de prendre la responsabilité pour tout le monde, sachant que voter un budget, c'est aussi normalement les gens qui votent le budget en temps normal, c'est ceux qui soutiennent le gouvernement. Donc on aurait une situation où le Parti socialiste pourrait éventuellement soutenir le budget, mais pas les soutiens du gouvernement. Enfin, tout est un petit peu lunaire. Et il y a eu ces échanges, il y a eu un échange jeudi dans l'hémicycle entre Jérôme Guedj, socialiste,
et Marc Angeli d'Horizon, où Jérôme Gage disait mais en fait prenez vos responsabilités, vous êtes des alliés du Premier ministre, prenez vos responsabilités. Et Marc Angeli a répondu mais vous faites quoi? Nous on a tombé le masque, qu'est-ce que vous faites vous? Donc il y a vraiment en fait une espèce de parallélisme entre les deux, mais qui c'est un peu à front renversé, quoi. Exactement, moi j'avais Jérôme Gage et Frédéric Valletoux, donc Jérôme Gage socialiste et Frédéric Valletoux Horizon mardi sur le plateau avant l'émission. Et c'est vrai qu'en fait, Jérôme Gage dit à Valletoux tu soutiens le gouvernement, donc tu devrais quand même voter le texte. Valletoux dit oui, mais maintenant le budget il est socialiste, on vous a accordé plein de trucs, donc vous votez. Donc tout le monde se regarde en disant vote. Et à la fin, en fait, on voit que c'est très compliqué pour les uns et pour les autres. Alors, Jérôme Gage dit même, je crois, à Frédéric Valletoux, vous êtes les punks du peuple commun. Vous devenez punk, exactement. Donc, pour bien comprendre cette situation dans laquelle se trouve le PS aujourd'hui, il faut sortir sa calculette. La base de départ, ce sont les 577 députés auxquels on retire 49,3. Et là, ça donne quoi ? C'est pas vraiment 49,3 qu'on retire, mais en fait, c'est assez facile. En fait, si on prend ceux dont on est sûr qu'ils s'opposent au budget, c'est-à-dire l'extrême droite, donc Rassemblement National, UDR, et de l'autre côté la France Insoumise, on a 210 voix. Et après, si on prend les groupes du camp gouvernemental, ce qu'on appelle le socle commun, donc les Républicains, le MoDem, Horizon et Ensemble pour la République, on a aussi 210. Donc en fait, sauf que là, après, ça veut dire qu'il faut que tout le monde dans le camp gouvernemental, et on a expliqué que c'était plus compliqué que ça, soutienne le budget. Après, on peut rajouter des socialistes à ça, donc ça fait augmenter le camp des pour, mais sauf que si Horizon, du coup, s'enlève, tout est un petit peu, ça peut effectivement être très serré. Et ça veut dire que le PS pourrait finalement voter pour ce budget plutôt que de s'abstenir, parce que jusque-là, on parlait d'une abstention du PS. Oui, moi je parlais avec un député PS qui me dit, pour l'instant, ils ne le diront pas forcément publiquement, mais oui, il y aura des députés PS qui sont, en tout cas, il y en a qui sont prêts à voter pour. Quand on entend, on le cite beaucoup, Jérôme Gage, mais parce que c'est lui qui mène aussi, avec Sandrine Runel, les débats de son groupe, il dit, moi, si à la fin des fins, on voit qu'on a gagné ça, j'ai du mal à expliquer pourquoi je ne voterai pas pour. Et surtout qu'on voit bien, Anne-Charlotte l'expliquait, c'est-à-dire que normalement, dans un cas classique, ceux qui soutiennent le gouvernement votent pour, les oppositions votent contre. Donc déjà, normalement, que des oppositions envisagent de s'abstenir, c'est déjà un grand pas. Sauf que comme on voit que tout est tendu, tout est hyper serré, l'abstention ne suffit pas. À la limite, la droite et le PS pourraient dire « Bon, on n'est pas tout à fait d'accord, mais on ne veut pas gêner, donc on s'abstient ». Ce qui serait un petit peu déjà un signe d'ouverture, mais là, ça ne marche pas. Il va falloir aller au-delà. Il faut aller au-delà. Et du côté des écologistes... est prêt aussi à aller on va au-delà. parler de la droite, mais d'abord écologistes et GDR, c'est-à-dire le groupe communiste. Alors, on a quand même le sentiment que les communistes sont quand même plus sur une pente de voter contre, même s'il y en a 2 ou 3 qui certainement voteront pas contre. Les écologistes savent qu'ils ont une position centrale et pivot. Après, comme le disait Anne-Charlotte tout à l'heure, les écologistes vont se dire, attendez, si Horizon déjà n'est pas capable de voter, nous, ça nous laisse tranquille aussi, on peut voter contre si personne n'y met du sien, etc. Et les écologistes étaient sur une position très contre. La question est de savoir si hier, par exemple, les gestes, plus d'argent sur l'hôpital, la suppression des franchises médicales, est-ce que ça peut faire bouger leur position pour arriver sur une abstention? Sachant qu'il y a quand même un dernier point, et on en discutait avec Stéphanie et Elsa, c'est qu'il y a voté pour faire passer un budget, et il y a voté pour et que le budget passe pas. C'est pas en termes de responsabilité pour le Parti socialiste et voire les écologistes. C'est pas pareil de faire la bascule pour permettre d'avoir un budget de la Sécu. En étant sûr qu'il soit voté. En étant sûr qu'il soit voté, ou de faire ce pas-là et en même temps, il y a pas de... C'est une prise de risque. Ouais. Alors, on n'a pas encore parlé de la droite dans tout ça. Est-ce que le groupe de Laurent Wauquiez pourrait finalement sauver ce budget et compenser les voix qui pourraient être perdues du côté d'Horizon ? C'est très compliqué parce que Laurent Wauquiez, en début de semaine, voulait tout faire pour que le projet de la Sécu passe, mais son groupe est très divisé. Il y en a qui vont voter pour parce qu'ils sont pour la suspension de la réforme des retraites, il y en a qui voteront contre, il y en a qui vont s'abstenir. Donc il y aura quand même des pour. A priori, moi j'en ai parlé avec plusieurs députés de droite, oui, il y aura des pour, c'est très clair. Il y en a qui veulent assumer cette suspension de la réforme des retraites, donc il y aura des pour. En même temps, il y a Michel Barnier dans une tribune qui dit qu'il ne votera pas le budget de l'ancien Premier ministre. Donc ça sera assez partagé. Et le groupe DR, ils sont 49, mais c'est très possible qu'il y ait 3 lignes chez eux à la fin. Donc là, Laurent Wauquiez essaye de faire en sorte qu'il n'y en ait peut-être que 2, ou que la majorité du groupe s'abstienne, ou
Voilà, mais tout ça est très compliqué et on le voit dans cette assemblée éclatée. Ce qui est compliqué aussi, c'est qu'en fait, au sein de chaque groupe, souvent il y a plusieurs lignes et le budget est très révélateur de ça. Et il y a un député de droite républicaine qui a un rôle central dans ce budget, c'est Thibault Bazin, qui est rapporteur général du budget de la sécurité sociale. C'est lui qu'on voit toujours au banc à côté de la ministre et qui répond aux uns et aux autres. Et très clairement, il est sur la ligne de dire il faut un budget. Même un budget qui ne convient pas, ce sera toujours mieux qu'un mauvais budget. Et après, est-ce que devant un Édouard Philippe qui se défile, Laurent Wauquiez aura la tentation, lui, de se dégager en disant « nous, on prend nos responsabilités, on vote pour, on ne veut pas de désordre, on ne veut pas de chaos », ça peut aussi faire bouger dans l'autre sens les hésitations d'horizon. Tout cela, on sera fixé, le verdict, mardi après-midi, après les questions au gouvernement à suivre évidemment sur LCP. Ce n'était pas prévu, mais la commission d'enquête sur d'éventuels liens entre partis politiques et réseaux islamistes va devoir travailler ce week-end. Et oui, l'audition de Jean-Luc Mélenchon qui était prévue mardi dernier, ce sera finalement ce samedi à 14h. Tout ça s'est fait de façon un peu rocambolesque, Anne-Charlotte. Oui, en effet, on l'évoquait la semaine dernière. En fait, sur les 10 derniers jours, il y a eu plusieurs épisodes, c'est-à-dire que la semaine dernière... le président et le rapporteur de cette commission d'enquête estimaient avoir déjà convoqué Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon disait « je n'ai rien reçu, je ne suis pas au courant », etc. Et en fait, ça s'est décanté un petit peu le week-end dernier où un commissaire, un huissier, est allé déposer une convocation au domicile de Jean-Luc Mélenchon samedi soir, selon la France Insoumise, à 21h27. Jean-Luc Mélenchon n'était pas là. Comment ils peuvent... J'imagine que c'était écrit peut-être parce que le lendemain dans sa boîte aux lettres, donc c'était au domicile de Jean-Luc Mélenchon, le lendemain dans sa boîte aux lettres, il dit avoir trouvé 2 papiers pliés en 4 qui justement le convoquaient officiellement à cette audition. Avant cela, il avait dit « j'ai rien reçu, mais oui, je viendrai ». Et finalement, la convocation mardi, il ne pouvait pas venir, le timing était trop serré. Il a proposé de venir samedi ou dimanche. Et finalement, c'est effectivement samedi à 14h. Voilà. Après, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre ? On connaît Jean-Luc Mélenchon, il faut s'attendre. Je ne sais plus qui disait à la rédaction, il n'y a pas de petit Jean-Luc Mélenchon. Effectivement, il a beaucoup critiqué cette commission d'enquête et qui est dirigée à l'origine contre la France Insoumise, donc directement contre lui. Donc, à mon avis, effectivement, ça risque d'être assez intéressant et je pense qu'il aura bien préparé son discours, sachant que dans la réponse qu'il fait en disant « je vais venir », il écrit déjà... il est écrit que Jean-Luc Mélenchon promet, je cite, d'éclairer la commission sur l'histoire de la pensée républicaine en matière de relations entre religion et politique, et qu'il le fait au titre de co-directeur de l'Institut La Boétie. Qui va venir devant la commission d'enquête. Ça risque d'être assez intéressant. Pour tous ceux que ça intéresse, ce sera à suivre en direct sur LCP, donc ce samedi à 14h, et évidemment à voir en replay sur notre chaîne YouTube. Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on suit le feuilleton d'une autre audition, celle des dirigeants de Shein. Dernier épisode en date, c'était ce mardi. Bien, chers collègues, comme vous le savez, nous espérions entendre aujourd'hui des représentants de Shein France, en particulier M. Quentin Ruffat, directeur des relations extérieures et porte-parole. Nous constatons l'absence de M. Ruffat. Je vais donc clore cette réunion et en accord avec le bureau, je saisirai la procureure de la République de Paris en application de l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 sur le fonctionnement des assemblées parlementaires. Je vous remercie, chers collègues. Alors, c'était la présidente de la Commission du développement durable, la députée EPR Ensemble pour la République, Sandrine Lefeur. C'était un drôle de moment, une séance de commission qui dure comme ça quelques instants. Pourquoi cette mise en scène, Stéphanie ? 32 secondes exactement, elle a duré cette mise en scène, bien parce que les députés voulaient montrer que Shein ne répond pas aux convocations. Évidemment, Shein étant assez fin et connaissant très bien les contours juridiques de la loi, n'a jamais écrit noir sur blanc, hors de question qu'on vienne répondre aux députés. Donc les députés se sont interrogés, se sont dit ça va être un peu bizarre de faire une audition, il ne vient pas de montrer qu'on nous a posé un lapin, clairement. Et en même temps, ils avaient besoin de ça pour matérialiser le fait que Shein ne vienne pas répondre à la convocation et pour qu'ensuite la présidente de la commission puisse signaler à la justice. Alors, Shein en cours qu'une amende, mais symboliquement, c'était important. Et c'était aussi important parce qu'il faut le rappeler, il y a des démarches du gouvernement
pour suspendre la plateforme pour 3 mois. L'audition, là, en justice de Chine est prévue ce vendredi. On devrait avoir la réponse dans quelques jours. La justice va donner raison ou tort au gouvernement. Et c'était aussi symbolique pour les députés de montrer que Chine ne répond pas aux convocations parlementaires. Quels sont les arguments des dirigeants de Shein pour ne pas répondre à cette convocation ? Alors jusque-là, ils ne voulaient pas répondre aux convocations en disant qu'ils attendaient justement la fin du volet judiciaire qui les oppose au gouvernement français. Mais la présidente de la commission dit c'est le principe des auditions, on sait faire, on sait ne pas empiéter sur les discussions en justice, donc on pouvait très bien faire une audition, ils pouvaient se présenter. Il est temps de jeter un œil à l'agenda de la semaine prochaine. Alors, on a tous en tête donc le rendez-vous de mardi pour ce vote solennel sur le budget de la sécurité sociale. On va aussi surveiller la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Oui, parce qu'en fait, il y a Delphine Ernotte qui est auditionnée, donc la présidente de France Télévisions, qui sera auditionnée mercredi après-midi. Et on sait qu'effectivement, la situation de France Télévisions, financière notamment, suscite beaucoup de questionnements de la part du rapporteur de cette commission, Charles Lalonde, qui est un député UDR. Donc effectivement, elle est très attendue, cette audition de mercredi après-midi. On va aussi parler du budget de la défense mercredi également. Oui. Un article 50-1 avec vote. On va rappeler ce que c'est. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui va faire une déclaration sur les questions de défense et soumettre cette déclaration à un vote des députés. C'était une des façons pour Sébastien Lecornu de faire trancher certains débats par les députés, comme on sait que la partie dépenses du budget n'a pas pu être examinée. Donc là, il commence par quelque chose d'assez facile, entre guillemets, parce qu'il y a un peu un consensus politique pour dire qu'il faut plus de défense, plus de moyens pour la défense. On rappelle que c'est 6,7 milliards d'euros supplémentaires. Et c'est une façon pour Sébastien Lecornu de dire, si vous les voulez, ces 6,7 milliards, il faut un budget. Oui, c'est aussi une manière de mettre la pression. Si tout le monde, mercredi, dit oui, il faut absolument des moyens pour la justice, pour la défense, Sébastien Lecornu pourra se prévaloir derrière, dire si vous les voulez, il faut voter le budget. Parce que là, on a parlé beaucoup du budget de la sécurité sociale, mais l'étape d'après, c'est le budget général. Et c'est pas moins simple. C'est même plus compliqué. Merci beaucoup à toutes les trois. Bourbon Hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Bon week-end et à la semaine prochaine. La séance est levée.